Ministre, si vous me le permettez, maintenant nous allons entendre 3 questions les unes après les autres, après quoi vous pourrez répondre à ces 3 questions. Monsieur Alain Milon de la France. Alain. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, dans le cadre de sa présidence du Comité des ministres, l'Irlande a mis l'accent sur la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'homme et le travail de la Cour. Malheureusement, on observe régulièrement des critiques concernant les décisions rendues par cette Cour. Pouvez-vous nous faire part de votre vision concernant les moyens de renforcer la crédibilité des décisions de cet organe fondamental pour l'organisation, notamment dans la perspective d'un futur sommet des chefs d'État? Merci Alain. And the next question comes from Mr. Ruben Rubinian. Monsieur Rubinian de l'Arménie a la parole. Merci, Monsieur le Ministre. Permettez-moi de vous saluer et d'exprimer notre soutien à la présidence irlandaise dans la poursuite de nos objectifs communs. Le 1er septembre à Galway, la présidence irlandaise organise une conférence sur l'exécution efficace des arrêts de la Cour dans les zones grises. Monsieur le Ministre, comptez-vous aussi entendre directement les personnes du Haut-Karabakh et d'autres régions pour une meilleure protection des droits de l'homme? Merci beaucoup. 3e question, Monsieur Zsigmond de la Hongrie. Merci, Monsieur le Président. Excellence, la politique d'élargissement est une dimension importante de l'Union européenne. La paix, la stabilité, la sécurité aux frontières de l'Union restent difficiles. L'intégration européenne est très importante. Ces pays souhaitent la prospérité et la paix pour eux-mêmes dans l'Union européenne. L'Union européenne doit leur démontrer que c'est possible. De nombreux États en Europe en appellent à ce qu'on accorde un statut de candidat à l'Ukraine, mais aussi à la Géorgie, à la Moldova et à d'autres pays de la région. Quel est votre avis en matière? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci. Tout d'abord, si les États membres du Conseil de l'Europe, qui sont les signataires de la Convention des droits de l'homme et qui sont engagés vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l'homme, si ces pays eux-mêmes ne peuvent pas respecter des arrêts parce que politiquement c'est difficile ou c'est incommode, eh bien ils portent atteinte par là même à la crédibilité de l'ensemble du système. Et il me semble très important que si nous convoquons un sommet des dirigeants, il y ait tout d'abord et avant tout une déclaration très claire et sans ambiguïté de la part de chaque dirigeant pour dire que si un arrêt est rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien cet arrêt sera respecté dans tous les États membres du Conseil de l'Europe. Faute de quoi, nous ne pouvons rien faire. Si les pays peuvent dire, écoutez, désolé, on va mettre en œuvre cet arrêt, mais pas celui-là, parce qu'il ne nous plaît pas, ou c'est compliqué, ou c'est difficile, ou ça coûtera cher, eh bien, tout le but de ce système de référence internationale en termes d'état de droit et de normes est sapé. Je le sais de mon propre pays, parce que certains des arrêts qui ont été rendus par la Cour européenne des droits de l'homme à l'égard de l'Irlande à l'époque étaient extrêmement controversés. En tout cas, il l'était pour certains. Maintenant, avec le recul, les gens se demandent pourquoi on a fait tant d'histoires à propos de ces arrêts. Mais en réalité, ça fait partie de notre trajet vers l'appartenance à l'Union européenne, n'est-ce pas? Reconnaître la diversité, les différents avis, la liberté d'expression, l'état de droit, l'indépendance du système judiciaire, la séparation de l'Église et de l'État, l'orientation sexuelle aussi, les questions liées à l'immigration. Je sais que ces questions ne sont pas toujours faciles sur le plan politique, mais enfin, l'idée même, l'objectif même d'être doté d'une cour qui rend des arrêts indépendants en interprétant une convention que nous avons tous signée, c'est que ces arrêts deviennent des références qui ne doivent pas être remises en question ou sapées sur le plan politique. Non, ce sont bien des références qui doivent nous guider dans nos politiques. Sinon, si ça n'est pas un principe élémentaire, alors je crois que nous aurons tous des questions assez importantes à nous poser, tous, sur ce que nous faisons ici. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. Et je ne cherche pas du tout là à montrer du doigt un État membre ou un autre. Pas du tout. C'est une question de principe qu'il me semble important de réaffirmer.
Pour ce qui est du Haut-Karabakh, nous organisons une conférence dans la ville de Galway, à l'ouest de l'Irlande, qui est très belle. Si vous ne la connaissez pas, allez-y. Et ce que nous voulons mettre en lumière, c'est justement cette question très difficile des zones grises. Comment le Conseil de l'Europe et ses organes peuvent-ils avoir un impact positif sur la protection des droits de l'homme dans des zones où il y a une certaine ambiguïté en termes de souveraineté ou de responsabilité démocratique ou de contrôle politique? C'est un domaine particulièrement épineux. L'exemple que vous donnez sera certainement examiné de près lors de la conférence. Et puis maintenant, la question de l'élargissement. Pour terminer, j'ai une position personnelle très marquée là-dessus. Mon pays a été transformé par son adhésion à l'Union européenne. Je le sais, pas seulement sur le plan économique ou sur le plan du commerce. La différence a été colossale, mais aussi du point de vue de la qualité de la vie. Les droits des travailleurs, les droits liés à l'environnement, les droits des minorités sexuelles. Une très grande partie de l'Irlande moderne a été transformée grâce à son adhésion à des valeurs communes et à des positions communes à l'Union européenne, ce qui nous a donné une stabilité extraordinaire dans des moments très difficiles. Et je veux cette même stabilité pour d'autres pays en Europe qui en ont tellement besoin. Et toutes ces possibilités de voyage, d'études, de travail, toute la protection qu'offre l'Union européenne. Et ce n'est pas une coïncidence si l'Ukraine a donné sa priorité à l'adhésion à l'Union européenne par rapport à l'adhésion à l'OTAN. Elle voit bien là les avantages énormes qu'entraîne cette adhésion. Personnellement donc, j'estime que tout pays sur le continent européen qui est disposé à faire les changements, à atteindre les normes du Conseil de l'Europe doit être accueilli sur cette voie et doit être aidé. C'est la raison pour laquelle l'Irlande soutient très fermement l'adhésion de la Moldova, de la Géorgie, de l'Ukraine, des Balkans, de manière plus générale. Et j'espère que nous pourrons travailler en partenariat avec ces pays sur une base bilatérale, tout en continuant à défendre leur adhésion dans le système de l'Union européenne. Je crois que la plupart des pays le veulent. Évidemment, il y a une certaine prudence à laquelle on appelle. S'élargir trop vite peut créer des risques potentiellement. Mais je crois que nous le devons à des pays qui souhaitent emprunter cette voie. Nous devons leur permettre de le faire. Est-ce qu'il est difficile d'entrer dans l'Union européenne? Oui. Est-ce que ça devrait être difficile d'entrer dans l'Union européenne du point de vue des normes qu'il faut respecter? Oui. Mais si les pays et les systèmes démocratiques sont désireux d'effectuer ces changements, il faut les accueillir, les soutenir, les financer et leur donner la possibilité d'atteindre cette stabilité, ces progrès énormes que nous, qui sommes partis de l'Union européenne, avons la chance de connaître depuis toutes les décennies, depuis notre adhésion. Voilà, j'espère avoir répondu clairement. Je le crois. Merci, Monsieur le Ministre. Nous pouvons prendre 3 questions supplémentaires.